Donc bonsoir, le spectacle va commencer. Alors, on accueille ce soir la compagnie Rire et Sourire. C'est des locaux, hein, puisqu'il y a Réanne, Saint-Tulle et Pascal et la Bastille des Jours. Alors, on va faire une petite promenade provençale, paraît-il. Très sympa. On va découvrir, on est là pour ça. Donc, je vous laisse découvrir et le spectacle va commencer. Et évidemment, c'est l'association Sainte-Magdeleine qui reçoit ce couple-là ce soir. Merci à tous d'être là déjà, et puis on va profiter du beau spectacle. Merci. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Pendant que Pierre-Alain règle les petits éclairages, parce qu'on change de temps en temps de couleur, tout ça, mais on n'est pas d'accord entre nous, c'est pas grave. Donc, le spectacle de ce soir a été conçu de façon magistrale, parce que nous avons voulu rendre hommage à la Provence, mais absolument pas avec des galouets, des tambourins ou du provençal, parce que nous ne parlons pas de provençal. Nous respectons cette culture, mais malheureusement, nous venons tous d'ailleurs, pratiquement. Je suppose que dans la salle, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de la Provence. C'est mon cas, c'est le cas de Pierre-Alain, et je crois que c'est aussi le cas de Pascal. Mais la Provence, il y a beaucoup de choses à dire. Et nous avons pensé que ce serait bien de faire un petit peu une petite balade comme ça, soit avec des textes. Alors bien sûr, on va privilégier M. Pagnol, c'est normal. Soit avec des chansons, soit avec des sketchs, et puis vous verrez, donc on se balade un petit peu. Donc laissez-vous aller. On va tout de suite commencer par un extrait donc, de Marcel Pagnol. Est-ce que d'abord vous entendez bien? Dans le fond, ça va? C'est pas nécessaire qu'on parle plus fort. Non, mais c'est parce que on a fait des essais, on était un petit peu inquiets. Donc, l'extrait qui va être joué là tout de suite, donc c'est un extrait de Cigalon. Il y a des gens qui connaissent donc la pièce de Marcel Pagnol, Cigalon. Voilà. Alors, bon, Marcel Pagnol, vous savez que ce qu'il a fait surtout connaître, c'est la trilogie, hein. Marius, César, Fanny, mais il a écrit plusieurs autres pièces. Et celle-là, elle est très charmante parce qu'elle se déroule dans un petit village de Provence, un village surélevé qui surplombe la mer. Donc une vue magnifique, et Cigalon a acquis donc un grand restaurant, et il n'a qu'une idée, c'est de s'installer et surtout de ne plus servir les gens. Il passe son temps maintenant à se faire ses propres plats, et bien sûr, donc, il mange pour lui et pour sa sœur. Jusqu'au moment où arrive une certaine Madame Toffi, qui a compris bien sûr que puisque Cigalon ne voulait pas faire de la cuisine, alors que c'est un très grand cuisinier, Madame Toffi donc a décidé de s'installer dans ce que Cigalon appelle une gargote, de façon très, très maîtrisante. Donc là, vous allez voir une petite scène, c'est pratiquement au début de la pièce. On vous laisse tout de suite avec M. Cigalon et Mme Toffi. Madame? Monsieur? Madame, je vais vous parler. Monsieur, je vous écoute. Madame, je viens vous avertir, je suis prêt. Prêt à quoi? Voilà, j'ouvre demain. Ah, ben moi aussi, je suis prête. prête à vendre du saucisson, des anchois, des olives, et peut-être même parfois le dimanche un œuf sur le plat. Tandis que vous êtes prêt à réciter des recettes de cuisine sans jamais faire manger personne. Madame, j'ai une proposition à vous faire, mais je préférerais vous parler à l'intérieur de la gargote. Monsieur, le restaurant n'est pas ouvert et je ne veux pas qu'on le dévisage avant le jour de l'inauguration. Bien, soit. Mais écoutez, puisqu'il n'y a pas de chaise, nous allons rester debout. Oui. Voilà. Madame, voilà. Je voulais vous dire, vous êtes venue chez moi. Oui. Dans mon village, à moi. Près de mon restaurant, à moi. Ouvrir une gargote, à vous. J'aurais pu me mettre en colère.
Mais c'est ce que vous avez fait. Vous avez même failli vous étrangler. J'aurais pu vous étrangler, vous. Oui, et alors? Je ne l'ai pas fait. Oh ben merci bien. Non, je me suis dit que finalement, ça ne valait pas la peine. Voilà, je pensais ça. Une gargote. Non, ce n'était pas une gargote. Tiens donc. Et qu'est-ce que vous avez pensé encore? Oui, je me disais que finalement, cette gargote, ça ne valait même pas la peine que je m'en occupe. Oui. Ah ben c'est gentil, ça c'est sympathique, oui. Oui. Non mais vous la prenez pourquoi? Pour une écurie, on vendra des saucissons? Dan. Et pourquoi Dan? Bon, non, n'en parlons plus. C'est du saucisson d'âne, certes, mais n'en parlons plus. Je vous ai donc donné envie de vous rencontrer parce que je dois vous faire une confidence. Cette gargote. Ce n'est pas une gargote. Oui, j'allais le dire, ce n'est pas une gargote, c'est un défi. Voilà. Et ce défi, je l'ai relevé. Madame, écoutez-moi bien. Depuis 2 mois, le jour, je travaille. Et la nuit, je pense. Et ce matin, dans mon restaurant remis à neuf, je me suis dit, si allons. Mais cette femme audacieuse, mais tu vas l'écraser. L'écraser? Mais comment? Mais comme une punaise. Oh ben ça c'est gentil, c'est poli. Avant, il n'y a pas à dire que vous êtes un vrai gentleman. Et puis je regardais les tables dressées, les verres, les fleurs dans les vases, les casseroles qui faisaient le gari sur le mur, enfin, parfaitement, madame. Même qu'en regardant dans la cuisine, je faisais des éclipses de casseroles. Et puis je regardais aussi le chronomètre de Marine. Je me suis dit à ce moment-là, si allons, mais te voilà revenu d'un long sommeil. Te voilà revenu de 10 ans, d'autant plus que je me voyais en plus avec la nardoire d'une main et la broche de l'autre. Je me suis dit alors, oh, et voilà un cuisinier qui a de l'allure. Vous avez engagé un cuisinier? Non, je me regardais dans la glace. Et à ce moment-là, j'ai pensé, si alors, mais te voilà revenu d'un long sommeil, te voilà revenu de 10 ans. Et ce succès, à qui le dois-tu? À cette femme audacieuse. Et cette femme audacieuse, vas-tu l'écraser? Non. Non. Et pourquoi ne l'écraseras-tu pas? Eh bien parce que tu ne peux pas. Pauvre enfant, mais non, je ne veux pas t'écraser. Non, Madame Toffy, je vous dois des remerciements. Merci, Madame Toffy. Merci, merci, merci. À votre service. Il se peut que vous ayez un joli restaurant. Mais demain, vous verrez ma petite auberge. Mais plaisanterie, fantaisie, écurie, saucisson d'âne. N'en parlons plus. Et non seulement d'ailleurs, je dois vous faire une confidence. Mais encore, Dites-moi. oui, mais encore, Mais encore quoi? mais encore, restez bien debout. Accrochez-vous à votre balai et ne tombez pas. Je viens vous faire une offre exceptionnelle et je vous la fais parce que je suis bon. Eh bien c'est ça, ne vous gênez pas. Faites-vous plaisir. Oh. Non, non, Amélie, c'est à vous que je ferai plaisir. Amélie, je vous épouse. Mais vous êtes fou. Oui, peut-être, Amélie, peut-être. Mais vous parlez sérieusement. Mais sérieusement et raisonnablement. Voyons d'abord les avantages de la combinaison. Cette gargote. Ah non, 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 ce n'est pas une Bon, gargote. oui, d'accord, elle deviendra notre annexe. Voilà. Nous y suspendrons les jambons, les saucissons. Dans un coin, nous mettrons peut-être les casseroles et puis peut-être aussi les boîtes de conserve. Et dans un autre coin, nous installerons les tables pour les chauffeurs des belles dames, les domestiques, le petit personnel. Et tous deux, nous triompherons dans le restaurant que je vous dois. Car nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous nous entendons parfaitement. Mais oui, moi, écoutez, moi par exemple, je préparerai les menus. Et moi, je pèlerai les patates. Oui, moi je viderai les clients. Et moi, je frotterai les parquets. Mais bien sûr. Et moi aussi, tenez, j'entretiendrai la conversation. Et moi, je ferai la vaisselle. Ce sera le couple Oh. idéal. J'en ai parlé à ma sœur. Elle est ravie, parce que dans le fond, elle vous aime bien. Et moi aussi, Amélie, je vous aime bien. Ah ben, première nouvelle. Non, pas première nouvelle. Vous rappelez-vous, Amélie,
une jeune et fraîche blanchisseuse qui venait certains jours récupérer les toques et les tabliers dans un grand restaurant pour les rendre blancs comme neige. Un jour, un jeune rôtisseur qui promettait dans la gastronomie française. Ce jeune rôtisseur l'invita à passer une journée à la campagne. Elle refusa catégoriquement. C'est son plus beau souvenir d'amour. Amélie, donnez-moi votre main. Non, Comment vous refusez de m'épouser? de tout mon cœur. Mais enfin, malheureuse, venez voir mon restaurant. Non, et maintenant, à moi de parler. Mais, Amélie, vous ne me croyez pas. Vous pensez peut-être que je plaisantais. Écoutez, que ce soit pour rire ou non, je ne veux plus me marier. Les hommes, mais j'en ai par-dessus la tête. J'ai été mariée 2 fois, et même 2 fois et demi. Et demi? Oui, j'ai eu 2 maris et une faiblesse. Le premier m'a pris mes sous, le deuxième il m'a pris mes sous, et la faiblesse, elle m'a vendu mes meubles. Alors par conséquent, les hommes, je les connais, et je ne veux plus en entendre parler. Et vous me comparez moi à Cigalon? Mais oui, Cigalon, je vous compare, et je trouve vous encore bien pire que les autres, parce qu'en plus, mais vous êtes fous. Fou? Oui, fous. Vous êtes folle. Mais non, c'est vous qui êtes fous. Vous passez votre temps à vous admirer, et vous avez tout de plus beau que les autres. Mais je ne pourrais pas vous supporter 5 minutes. Et puis je comprends très bien la manœuvre, je sens parfaitement la vitesse du vent. C'est-à-dire? Mais mon auberge vous fait peur. Vous savez très bien que votre restaurant ne peut pas vivre ici, et que mon auberge eh bien, aura toute la clientèle. Et ça vous vexe tellement que pour éviter toute concurrence, vous êtes prêt à m'épouser. Eh bien non, je ne marche pas. Rentrez vos discours. Faites des éclipses si ça vous plaît. Moi, je ferai des omelettes. Vous êtes celle de corps et l'esprit? Parfaitement. Et vous refusez d'épouser Cigalon? Non, mais dites donc, est-ce que vous vous prenez pour quelqu'un par hasard? Ah ben alors, laissez-moi vous dire, hein. Oh, un méchant qui vit sur les croûtes de sa sœur et qui touche même pas une casserole de peur de se faire des petites oreilles. Mais laissez-moi vous dire. Oui, un mécréant qui s'est mis au travail pour ruiner une honnête femme. Laissez-moi vous dire. Oui, je l'ouvrirai, mon auberge. Et le jour de l'ouverture, j'aurai 10 fois plus de clients. Laissez-moi vous dire. Non, mais attendez, si par contre vous faites la moitié de ma recette, alors là, je suis prête à vous épouser. Hein? Quoi? Rien. Adieu, madame. La guerre est déclarée. Femme, je t'écraserai. J'affiche le menu du restaurant. Au musical, c'est une chose pas banale. On n'entend plus que les chansons d'Émilie. Dans les théâtres, il y a des pièces méridionales. Au cinéma, c'est la même chose aussi. Voilà pourquoi tous les Français, à présent, parlent marseillais. Vous voyez une femme aux cheveux rouquins. Vous vous dites, sont-ils vrais ou sont-ils teints? Eh bien, titain, ça c'est marseillais. Le soir aussitôt, le repas fini. Ce qu'on demande aux gosses, c'est qu'ils aillent au lit. Et elle aille au lit. Ça c'est marseillais. Les monuments, si nous n'y prenons pas garde, deviendront tous marseillais. Oh, c'est positif. Tenez, Notre-Dame sera Notre-Dame de la Garde. Le château d'If deviendra le château de Troyes. L'histoire de France, ne vous déplaise, sera l'histoire marseillaise. Au jardin des plantes, un directeur malin n'a plus d'ours malades, il n'a que des ours sains. Et les ours sains, ça c'est marseillais. Sur les plages du Nord, c'est une rigolade. Il n'y a plus de galets blancs, il n'y a que des galéjades. Et galéjades, ça c'est marseillais. Au restaurant, vous mangez une sardine et comme viande, un morceau de porc bien gras.
Une heure après, vous faites une drôle de mine, car la sardine est pauvre, ne descend pas, et vous que pensez qu'aucun ne sort, c'est cette sardine qui bouche le port. Vous achetez des pommes chez votre fruitière, un voisin vous dit, elles sont un peu chères. Eh bien, peu chères, ça c'est marseillais. Allez donc là-bas, je les paye 10 sous pièce. Par ici à hausse, mais au bouillabaisse. Et bouillabaisse, ça c'est marseillais. Et je compte sur vous un peu là. L'été marseillais revendique, c'est une merveille. Tous les grands hommes de maintenant ou de jadis. Rouget de Lille était un Rouget de Marseille. Et quand un pasteur, c'est l'inventeur du pastis, c'est bien sûr. Et l'Ave Maria, quelle astuce, on appelle ça Ave Marius. Et même en politique, ça c'est renversant. Il y a de la jalousie, je vous jure, pour l'instant. Eh bien l'instant, ça c'est Marseillais. Pour que ça aille bien mieux et une solution. Pour que le président ou le maire, nous le secouions. Et secouions. C'est Marseillais. Alors, un petit hommage à M. Fernandel. Parce que Fernandel, c'est comme Rému, c'est comme plusieurs autres artistes de la Provence. Il faut savoir que tous ces gens-là, qui sont devenus célèbres ensuite au niveau du cinéma, du théâtre, ont tous commencé par la pire des écoles qui soit, je sais qu'il y a des musiciens qui sont dans la salle, c'est le music hall. Et le music hall à Marseille, c'était l'Alcazar, et croyez-moi, pour pouvoir être reconnu à l'Alcazar, à ce moment-là, c'était extrêmement compliqué. Donc il fallait avoir un talent d'enfer. Donc là, je rends hommage à M. Fernandel, qui lui aussi a commencé, donc, tout simplement, par le music hall. Devant ma maison, il y a un pin terrible, dont la grosse branche pourrait bien tomber. Sur mon pauvre toit, quelle belle cible, cette branche-là, je vais la couper. Aujourd'hui peut-être, ou plutôt demain, ce sacré soleil me tourne la tête, je la couperai après-demain. Et si je ne peux pas la couper moi-même, eh bien je demanderai à l'ami Tonin qui la coupera aussi bien lui-même. Ce n'est pas qu'on soit feignant par ici, mais la terre est basse dans notre midi. J'ai de beaux lapins, des lapins superbes, mais ils ont toujours envie de manger. Je devrais tout le temps leur donner de l'herbe, et je devrais bien leur en ramasser. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce maudit soleil me tourne la tête, je la ramasserai après-demain. Et si je ne peux pas la ramasser moi-même, eh bien je lâcherai tous mes beaux lapins qui la mangeront aussi bien eux-mêmes. Ce n'est pas qu'on soit feignant par ici, mais la terre est basse, à la selle et dans notre midi. Le soir de mes noces avec Thérèse, quand on s'est trouvé tout déshabillé, en voyant frémir son beau corps de braise, je me suis pensé, je vais l'embrasser.
avant d'être célèbre, surtout avec les pièces de Pagnol, mais il a tourné énormément d'autres films et dans d'autres pièces de théâtre. Il faut savoir qu'il a même terminé d'ailleurs à la Comédie Française. Il n'y est pas resté longtemps, ça ne l'intéressait pas. Et donc là, l'extrait qui va être joué, ça s'appelle Les Deux Sourds. Donc c'est un sketch qui date des années 1920-1930. Écoutez bien l'audace. Bonjour, Madame Francine. Bonjour, monsieur Henri. Oh, et vous allez à la pêche? Eh non, je vais à la pêche. Ah, mais je croyais que vous alliez à la pêche. Non, je vais à la pêche. Ah. On parle rien, sourd. Ah, comment ça va chez vous? Votre fils, toujours au régime, hein? Eh non, il fait le service militaire. Ah, ben je croyais qu'il était soldat. Eh non, il est à la caserne. Et le vôtre? Ah ben le mien aussi, il a été réformé. Ah, ben ça, c'est un beau costume. Eh oui, pour bronchite chronique. Ah oui. Ah, ben, pour mon site de chronique, ah ben là, vraiment, c'est comme ça. Et dites-moi, il est où en garnison? De quel côté? Ben c'est surtout du côté gauche. Ah, du côté gauche, oui. Ben, au moins, ça les éloigne un peu de la famille. Hein. Eh, comme ça, peu cher, au moins ne se quitte pas. Eh oui. Bon, et dites-moi, votre fille est née. Ok. Votre fille est née. Mais j'ai pas de fille. J'ai pas de fille aînée. Ma fille. Ma fille, elle n'est pas encore née. Ah, vous les faites vous aussi les encornés. Ah, vous savez moi comment je les fais? Eh ben, je les fais bien bouillir. Et quand ils ont bien bouilli, ben, j'enlève la membrane. Ah, ben moi c'est pareil, quand j'ai le cornet pour vous écouter, je prends le cornet, je le nettoie au vinaigre, comme ça le décape à l'intérieur. J'entends mieux après. Ah ben dites donc, ça doit être drôlement bon. Ah, hein. oh là là, Oh. ah, c'est fantastique le cornet. Voilà, votre fille est née. J'ai pas de fille, elle compare rien, c'est bon. J'ai pas de fille aînée, voilà. Oui, votre fille est née. Mon fils aîné? Oui. Ah, mon fils aîné, c'est pas pareil, lui. Oui. Lui, il est à 5. Oh, et de combien? Maintenant, ça fait déjà 2 ans et demi, hein. Oh, bah dites donc, ça doit être nerveux, hein? Mais non, c'est pas mon neveu, c'est ma nièce. Hein? Dites-moi, et votre dame, comment elle va? Ah, ma femme, c'est pas pareil. Elle est morte, peu cher. Ah, mais ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. J'avais peur que vous ayez quelqu'un de malade. Hein? Ouais. Ah, bah ça me fait plaisir. Hein? Bon. Bon, eh bien écoutez quoi alors maintenant? Dites-moi, et votre belle-mère? Ah, ma belle-mère, vous faites bien de m'en parler. Vous faites bien de m'en parler, j'allais justement vous demander. Ma belle-mère, elle est sourde et comprend pas. Vous entendez bien avec elle? Ma belle-mère, si je m'entends bien, mais non! Elle est pire que vous, elle est sourde comme un pot. Oh, quelle misère! Ah, ça c'est une sale infirmité. Que le bon Dieu nous en préserve. Hein. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites vous toute la journée pour passer le temps? Pour passer le temps? Oui. Eh bien, toute la journée, moi je vais un peu au cimetière. Vous allez au cinéma Saint-Pierre? Ah, mais on pourrait y aller ensemble de ces quatre. Oui, volontiers. Ben, disons mercredi 4h. Mercredi 4 heures. Non mais. J'ai dit mercredi 4h. Ah, mais je croyais que vous disiez mercredi 4 heures. Oui, c'est ça. Vous n'oublierez pas, au cimetière des Cailloles. Et comment que je me rappellerai au cinéma de la Valentine? ouais. Ah, c'était des bons souvenirs au cinéma de la Valentine. Ah ouais, on a passé des bons moments au cimetière des Cailloles. Oui, mais par contre, Ah ouais. par contre, hein, Ouais. au cinéma, on n'ira pas au cinéma parlant, hein. Ah bon? Parce que ces cinémas, eh ben c'est de la blague. Ils disent qu'ils parlent. Ben c'est pas vrai. On n'entend rien. En tout cas, nous, on s'entend à merveille. Hein? Ah, on se demande qu'on n'est pas sourd, hein. Ouais. À chaque fois que nous commençons à rendre hommage à la Provence, moi je suis un passionné de vieux bouquins et d'histoire locale. Et
je suis tombé un jour sur un livre que vous trouverez peut-être à la bibliothèque, au moins à la bibliothèque de Manos, il existe. C'est un livre qui avait été rédigé par un ancien archiviste donc, du 04 qui s'appelait M. Raymond Collier. C'était un puits de culture, cet homme. Il écrit 2 bouquins. Un bouquin sur la vie quotidienne donc en Haute-Provence et un bouquin sur tout ce qui concernait les bâtiments en Haute-Provence. Et je me suis amusé à chercher un petit peu donc, ce qui concernait Lincel. Et quand Véronique m'a montré les Santons l'autre fois, je n'ai pas eu l'occasion de les regarder tous, mais je me suis demandé, est-ce que dans les Santons, parce que je suppose qu'il y a des gens de Lincel ici, voilà. Est-ce que dans les Santons qui sont là, vous avez le muet de Lincel? Moi, ce sont moi. Le muet de Lincel? Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est Antoine. C'est Antoine? Ah, très bien, alors expliquez-moi. Expliquez-moi comme ça, c'est bien. Alors, C'est Antoine de la Seine. oui. Qui vivait à quelle époque à peu près? Vers 1700. Non. Renaissance. 1550. Déjà funéraire. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, continuez. Parce que voilà, c'est très bien, voilà. Donc c'est un des 2 seigneurs donc, de Lincel. Et que se passe-t-il? Dans son jeune âge, il est tombé d'un cheval. Voilà. C'est ce qu'il a rendu sur le monde. Voilà, très bien. Il monte donc, le palefrenier le fait monter devant. Ils tombent tous les 2 de cheval. Oui. Et là, bien sûr, accident, donc il se brise donc, pas mal de choses. Le sang donc, commence à circuler dans la tête. Il devient sourd et muet. De sorte que son papa, bien sûr, le déshérite. C'est normal, il s'est dit quand même, je vais pas quand même, puisque c'était l'aîné des 2. Donc, c'est le second qui hérite. Lui, il est resté simplement seigneur de Saint-Martin de Renacas, donc ce qui correspondrait à Saint-Martin-les-Eaux. Oui, déjà appris le son quand même. Et par contre, c'est vrai que pour la petite histoire, c'est ça, donc c'est cet accident qui l'a rendu ça. Mais finalement, pourquoi après il est resté dans l'histoire? Pourquoi il est resté dans l'histoire? Puisqu'il ne pouvait pas communiquer, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas écrire. Parce qu'il a écrit son livre de raison. Il a écrit un livre de raison uniquement avec des dessins. Donc il a fait plein de dessins. C'est un petit livre de raison donc, qui se trouve actuellement, qui ne se trouve pas aux archives de Digne, c'est dommage, qui se trouve à Carpentras. Voilà. Et apparemment, donc, ce bouquin, c'est une merveille parce qu'il n'avait jamais appris à dessiner. Et il a dessiné tout ce qu'il possédait. Et il a aussi dessiné son futur testament. Tout ce qui lui restait, il ne restait pas grand-chose, mais voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc c'était juste pour rendre hommage à ce brave monsieur de Lincel. Merci beaucoup, madame. Il est mort en Brun, dans un endroit, son oncle Joseph. Il est enterré à Notre-Dame. En Brun? Il est enterré en Brun? Parce que moi je suis en Brun. Oui. J'y suis allée dernièrement, j'ai vu ça. Ah d'accord. Bravo. Allez, Pierre Alain, à toi. Un petit hommage donc sur la Provence, mais écrit non pas par un Provençal, mais par un certain monsieur Jacques Brel, puisque nous avons aussi tout un spectacle de Jacques Brel. Et leur manteau de laine que suivent leur troupeau, les bergers. Un petit souci de guitare, n'est-ce pas? Voilà, c'est la son de cœur. Parfois, ils nous arrivent avec leur grand chapeau et leur manteau de laine que suivent leur troupeau, les bergers.
mettent à danser à l'ombre d'un tricot, les bergers. Entre l'an et le vieux, entre l'an et le sage, qui appelle depuis tous les vieux du village, les bergers. Ceux-là ont des histoires à nous faire de telle peur que pour 3 nuits au moins, nous rêvons des frayeurs, les bergers. Ils ont les mêmes brides, les mêmes compagnes, les mêmes senteurs que la vieille montagne, les bergers. Entre l'an et le jeune, entre l'an et le beau, qui appellent les filles à faire le gros dos, les bergers. Ceux-là ont des sourires qu'on dirait une fleur, et des éclairs de rire à faire jaillir l'eau, les bergers. Ceux-là ont des regards à vous brûler la peau, à vous défiancer, à vous clouer le cœur, les bergers. Mais tous ils nous bousculent, qu'on soit filles ou garçons, les garçons dans leurs rêves, les filles dans leurs frissons, les bergers. Alors nous partageons le vin et le fromage, et nous croyons une heure faire partie du voyage, les bergers. C'est un peu comme Noël et ses trésors qui s'arrêteraient chez nous, les équinoxes d'or, les bergers. Après ça, ils s'en vont avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours, ou descendent l'été, tués par les peaux, les bergers. Quand leur bête s'arrête, on finit de nous boire un trou, se remettre dedans, à l'ombre d'un tricot, les bergers, les bergers, les bergers, les bergers. Alors, comme je vous ai dit, on va évoquer la Provence sous divers aspects. Et là, il va y avoir une nouvelle de M. Daudet. C'est l'incontournable de mettre le mot moulin. Je dis juste 2 mots par rapport à Daudet, parce que Daudet n'est pas vraiment provençal. Lui vient de Nîmes, donc vraiment, pour les Provençaux, c'est pas vraiment la même culture. Par contre, Daudet a considérablement fait connaître la culture provençale quand il est monté à Paris, parce que comme tous les écrivains provençaux qui veulent se faire connaître, il fallait qu'ils montent à Paris à l'époque, dans les années 1850. Et là, donc, il a soudain l'idée de commencer à écrire des petites histoires. Au début, il ne fait pas un bouquin. Au début, comme tous les écrivains de l'époque, il se contente d'écrire dans un journal, quand le journal veut bien sûr recevoir donc, ses nouvelles. Et là, il a soudain l'idée d'écrire une petite nouvelle qu'il a entendue d'un autre conteur. Donc, est-ce que c'est Paul Arène ou un autre? Ils se sont un petit peu disputés là-dessus. C'est Le secret de Maître Cornille. Notre pays n'a pas toujours été mort et sans refrain comme il l'est aujourd'hui. Auparavant, il s'y faisait un grand commerce de mûneries, et de 10 lieues à la ronde, les gens des masses portaient leur blé à moudre. Toutes les collines autour du village étaient couvertes de moulins à vent, et de gauche et de droite, on ne voyait que des ailes qui viraient au mistral par-dessus les pins, et des ribambelles de petits ânes montant et dévalant le long des sentiers. Toute la semaine, c'était plaisir d'entendre sur la hauteur le bruit des fouets, le craquement de la toile et les diahuils des aides-meuniers. Le dimanche, on allait par bande au moulin. Là-haut, les meuniers nous payaient le muscat. Les meunières étaient belles comme des reines, avec leurs foulards de dentelle et leurs croix d'or. Moi, j'apportais mon fifre, et jusqu'à la noire nuit, on dansait des farandoles. Ces moulins-là, voyez-vous, c'était la joie et la richesse de notre pays. Malheureusement, des Français de Paris eurent l'idée d'installer une minoterie sur la route de Tarascon. Tout nouveau, tout beau, les gens prirent l'habitude de porter leur blé au minotier, et les pauvres moulins à vent se retrouvèrent sans ouvrage.
Pendant quelque temps, ils essayèrent de lutter, mais la vapeur fut la plus forte, et l'un après l'autre, ils furent tous obligés de fermer. Pourtant, malgré la débâcle, un moulin avait tenu bon et continuait de virer courageusement sur sa butte à la barbe des minotiers. C'était le moulin de Maître Cornille. Maître Cornille était un vieux meunier, vivant depuis 60 ans dans la farine et enragé par son état. L'installation des minoteries l'avait rendu comme fou. Pendant 8 jours, on le vit courir par le village, ameutant tout le monde autour de lui et criant très fort qu'on voulait empoisonner la Provence avec la farine des minotiers. « N'allez pas là-bas, disait-il, c'est brigand pour faire le pain. Ils utilisent la vapeur, qui est une invention du diable. Alors que moi, je travaille avec le Mistral et la Tramontane, mais qui sont la respiration de Dieu. » Et il trouvait comme ça toutes sortes de belles paroles à la louange des moulins à vent, mais personne ne l'écoutait. Alors, de malheurage, il s'enferma dans son moulin et y vécut seul comme une bête farouche. Il ne voulut même pas garder avec lui sa petite fille Vivette, une enfant de 15 ans, qui après la mort de ses parents n'avait plus que son grand au monde. La pauvre petite fut obligée de gagner sa vie et d'aller se louer dans les masses pour les moissons, les magnans, les olivades. Pourtant, il avait l'air de bien l'aimer, cet enfant-là, le grand-père. On le voyait souvent parcourir à pied sous un grand soleil ces 4 lieues pour aller la voir aux masses où elle travaillait. Et quand il était près d'elle, il passait des heures entières à la regarder en pleurant. Dans le pays, on pensait que le vieux meunier, en renvoyant Vivette, avait agi par avarice. Ce n'était pas son honneur de laisser ainsi sa petite fille traîner de ferme en ferme, exposée à la brutalité des baillis et à toutes les misères des jeunesses en condition. On trouvait aussi très mal qu'un homme, du renom de Maître Cornille, qui s'était toujours respecté, s'en alla maintenant par les rues comme un vrai bohémien, pieds nus, bonnet percé, taillole en lambeaux. Il est vrai que quand on le voyait entrer à l'église, le dimanche, nous avions honte pour lui, nous les vieux. Et Maître Cornille le sentait si bien qu'il n'osait plus venir s'asseoir sur le banc d'œuvre. Il restait au fond de l'église, près du bénitier, avec les pauvres. Dans la vie de Maître Cornille, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Plus personne ne lui portait de bien à moudre, et pourtant, les ailes de son moulin viraient comme devant. Le soir, on le rencontrait poussant devant lui son âne, chargé de gros sacs de farine. « Bonne vêpre, lui disaient les paysans. « Oh, mais ça va donc toujours la meunerie !»« Toujours, répondait le vieux d'un air gaillard. Heureusement, ce n'est pas l'ouvrage qui manque. » Et si on lui demandait d'où diable pouvait provenir cet ouvrage, il répondait gravement en mettant un doigt devant ses lèvres. « Motus, je travaille pour l'exportation. » On ne put jamais lui en tirer davantage. Quant à mettre le nez dans son moulin, il ne fallait pas y compter. La petite Vivette elle-même n'y entrait plus. Quand on passait devant, on voyait l'aile toujours en mouvement, la porte fermée, l'âne broutant le gazon de la plateforme, et un grand chat maigre qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre et vous regardait d'un air méchant. Tout cela sentait le mystère et faisait chasser beaucoup le monde. Chacun expliquait à sa façon le secret de Maître Cornille, mais le bruit général était qu'il y avait dans ce moulin beaucoup plus de sacs d'écus que de sacs de farine. À la longue, tout se découvrit, et voici comment. En faisant danser la jeunesse avec mon fifre, je m'aperçus un beau jour que l'aîné de mes garçons et la petite Vivette s'étaient rendus amoureux l'un de l'autre. Au fond, je n'en fus pas fâchée, car le nom de Cornille était en honneur chez nous. Et puis, ce petit passereau de Vivette m'aurait fait plaisir à voir trotter dans ma maison. Mais, comme les enfants avaient souvent l'occasion d'être ensemble, je voulus, par peur d'accident,
on réglait cette affaire-là tout de suite, et je montais au moulin pour en parler à Maître Corny. Ah, le vieux sorcier, mais il faut voir comment il me reçut. Impossible de lui faire ouvrir sa porte. Je tâchais tant bien que mal de lui exprimer mes raisons par le trou de la serrure, et tout le temps que je parlais, mais il y avait ce coquin de Chamègre qui soufflait au-dessus de ma tête comme un diable. Le vieux ne me laissa même pas le temps de finir, et il me cria fort malhonnêtement de retourner à ma flûte, et que si j'avais besoin de marier mon garçon, eh bien j'avais qu'à aller chercher des filles à la minoterie. Pensais que le sang me montait d'entendre d'aussi vilaines paroles. Mais j'eus la sagesse de me contenir, et je revins annoncer aux enfants ma déconvenue. Les pauvres aïeux, ils ne voulurent pas me croire, et ils me demandèrent comme une grâce de monter au moulin pour en parler au grand-père. Je n'eus pas le cœur de refuser, et voilà mes amoureux partis. Tout juste comme ils arrivaient au moulin, Maître Corny venait de sortir. La porte était fermée à double tour. Mais le vieux bonhomme en partant avait laissé son échelle dehors. L'idée vint tout de suite aux enfants d'entrer par la fenêtre pour voir ce qu'il y avait dans ce fameux moulin. Chose singulière. La chambre de la meule était vide. Pas un sac, pas un grain de blé, pas la moindre trace de farine sur les murs ou sur les toiles d'araignée. On ne sentait même pas cette bonne odeur de froment écrasé qui embaume les moulins. L'arbre de couche était couvert de poussière et le grand Chamègre dormait dessus. La pièce en bas était dans le même air de misère et de délabrement. Un pauvre lit, quelques guenilles, un crouton sur une marche d'escalier. Mais dans un coin, 3 ou 4 sacs crevés d'où s'échappaient des gravats et de la terre blanche. Mais c'était là le secret de Maître Corny. C'était ce gravat qu'il promenait le soir par les routes pour sauver l'honneur de son moulin et faire croire qu'on y faisait encore de la farine. Pauvre moulin, pauvre Maître Corny, depuis longtemps les minotiers leur abandonnaient leur dernière pratique. Les ailes viraient toujours, mais la meule tournait à vide. Les enfants revinrent tout en larmes me raconter ce qu'ils avaient vu. J'eus le cœur crevé de les entendre. Je ne perdis pas une minute, je courus chez les voisins et je leur racontai l'histoire en 2 mots. Et nous convînmes qu'il fallait dans l'heure porter au moulin Corny tout ce qu'il y avait de froment dans les maisons. Sitôt dit, sitôt fait, tout le village se met en route et nous arrivons sur la hauteur avec une procession de petits ânes chargés de sacs de blé, du vrai blé celui-là. La porte était grande ouverte. Assis devant la porte, Maître Corny pleurait, la tête dans les mains. Il venait de s'apercevoir en entrant que durant son absence, quelqu'un avait pénétré chez lui et surpris son triste secret. Pauvre de moi, disait-il, il ne me reste plus qu'à mourir, mon moulin est déshonoré. Et il sanglotait à fendre l'âme, appelant son moulin par toutes sortes de noms, lui parlant comme à une personne véritable. À ce moment-là, les ânes arrivent sur la plateforme et nous nous mettons tous à crier comme au beau temps de la meunerie. « Ohé du moulin, ohé Maître Corny !» Et voilà les sacs qui se tassent devant la porte et le beau grain qui se répand partout de tous côtés. Maître Corny ouvrait de grands yeux. Il avait pris du blé dans le creux de sa vieille main et riant et pleurant à la fois, il disait « Du blé, Seigneur Dieu, du blé. Oh, laissez-moi que je le regarde. » Puis se tournant vers nous, « Ah, je savais bien que vous me reviendriez un jour. Tous ces minotiers, c'est tous des voleurs. Nous voulons l'emmener en triomphe au village. Non, non, les enfants, il faut avant tout que je donne à manger à mon moulin. Pensez donc, cela fait si longtemps qu'il ne s'est rien mis sous la dent. » Et nous avions tous des larmes plein les yeux de voir le vieux bonhomme se démener de droite et de gauche, éventrant les sacs, surveillant la meule, tandis que le beau grain roux s'écrasait
et qu'une fine poussière de froment s'envolait au plafond. Il y a une justice à nous rendre. À partir de ce jour, nous ne laissâmes jamais le vieux meunier manquer d'ouvrage. Mais un matin, maître Cornille mourut, et les ailes de notre dernier moulin cessèrent de virer, pour toujours cette fois. Cornille mort, personne ne prit la relève. Que voulez-vous? Tout a une fin en ce monde. Il faut croire que le temps des moulins avant était passé, comme celui des coches sur le Rhône, des parlements et des jaquettes à grandes fleurs. Pour la petite histoire, parce qu'il y a quand même une histoire que je n'ai pas encore racontée à Pascal. Il y a bien eu donc, ce meunier, mais Daudet donc, avait eu vent de cette histoire, mais dans la véritable histoire, le meunier s'était pendu. Là, Daudet a préféré quand même une fin un petit peu plus optimiste. Donc un nouvel hommage à M. Fernandel, une chanson d'amour, mesdames, qui va vous ravir. Maestro. Tes yeux sont comme des étoiles qui brilleraient le jour, la nuit. Au ciel si bleu de notre amour sans voile, si je puis m'exprimer ainsi, telle une pêche provençale, ta bouche à la saveur d'un fruit. Mon amour, y a que ton nez qui la fout mal. Si je puis m'exprimer ainsi, ta voix comme une harpe chante, et j'aime son doux vibrato, ta voix tranquille et caressante, aux adagios amoroso. Je pourrais l'écouter des heures, cette voix si douce à mon cœur. Dommage que tu dises toujours que des conneries. Si je puis m'exprimer ainsi, j'ai lu Ronsard, Villon, Rimbaud, Apollinaire, Santonio, Astérix et Chéribili. Pourtant, écoute bien ceci. Jamais autant que dans tes yeux, j'ai vu combien j'étais heureux. Ta main diaphane et opaline entoure tourterelle de mon cœur. Joue pour moi de la mandoline pendant que s'envolent les uns. Comme eux jouait jadis peut-être, tu joues pour chasser mon ennui. Dommage que la mandoline ça m'emmerde. Si je puis m'exprimer ainsi, tu es le soleil de minuit, tu es la clarté de mes jours, tu bouges chaque nuit, je pense à toi tout le jour. Tu règnes avec toute ta grâce sur mon bonheur et sur ma vie. Dommage que franchement parfois tu me les casses. Si je puis m'exprimer ainsi, mais malgré tout, tu vois, je t'aime, tu vois. Et malgré tout ce que l'on dit de toi, malgré tout ce que les autres voudraient que je te perde, eh bien, tout cela, je leur dis merci. Une nouvelle petite transition. On vous a parlé des artistes, mais en Provence, nous avons eu beaucoup de grands scientifiques. On était hier à Manosque, où on parlait aussi de ça. Et non, avant-hier, on était à Manosque, on jouait ce spectacle. Et là, j'avais voulu rendre hommage à un certain monsieur Félix Esclangon,
du lycée, puisque je sais pas, on vous racontera l'histoire une fois. C'est pas le thème de ce soir. Là, je voulais simplement rendre hommage à un très grand scientifique qui a vécu à la fin du 19e siècle. Il était entomologiste. Véronique, qu'est-ce qu'un entomologiste? Ouais! Une entrée gratuite pour le prochain spectacle. Ouais, donc spécialiste des insectes, et ce grand entomologiste s'appelait Jean-Henri Fabre. Il a écrit de nombreux bouquins, en particulier justement La vie des insectes. C'est un scientifique incroyable parce qu'il avait déjà découvert tout ce que nos grands scientifiques actuels, nos grands biologistes savent sur les insectes. Lui, il avait déjà tout découvert ça, mais avec une langue fabuleuse. Et là, l'extrait qui va être dit de nouveau par Pascal, parce que Pascal est capable d'apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est une formidable réflexion sur la cigale et la fourmi. Vous allez voir que La Fontaine, il avait tout. Qui ne connaît au moins de nom la cigale? Sa réputation de chanteuse passionnée, imprévoyante de l'avenir, a servi de thème à nos premiers exercices de récitation. En de petits vers aisément appris, on nous la présente fort dépourvue quand la bise fut venue, et allant crier famine chez la fourmi sa voisine, qui lui répond « Que faisiez-vous autant chaud? Vous chantiez, ah ben j'en suis fort aise, alors dansez maintenant. » À quoi tient donc la renommée? Un récit de valeur fort contestable, où la morale est bafouée tout autant que l'histoire naturelle. Jean de La Fontaine, qui nous charme dans la plupart de ses fables par son esquisse finesse d'observation, est ici bien mal inspiré. Tous ses premiers sujets, il les connaît à fond. Le renard, le loup, le chat, le bouc, le corbeau, le rat, l'arbalète et bien d'autres encore, dont il nous raconte les faits et gestes avec une délicieuse précision de détail. Tous ces animaux sont des personnages de son pays, la Picardie. Ce sont ses voisins, ses commensaux, leur vie publique et privée se déroule sous ses yeux. Alors que la cigale est pour lui une étrangère, elle qui vit au pays de l'olivier. Il ne l'a jamais vue, il ne l'a jamais entendue. Elle n'est certainement pour lui qu'une vulgaire sauterelle. Essayons de réhabiliter la cigale si calomniée par la fable. C'est une importune voisine, je me hâte de le reconnaître. À Sérignon du Comtat, tous les étés, elle envahit par centaines le devant de ma porte, attirée par la verdure de 2 grands platanes. Et là, du matin jusqu'au soir, elle me martèle de sa rauque symphonie. Avec cet étourdissant concert, toute pensée devient impossible. Oh, bête ensorcelée, plaie de ma demeure que je voudrais si paisible. Certainement les 2 platanes t'appartenaient sans réserve avant mon arrivée. C'est moi qui suis l'intrus sous ces platanes. Mais ne pourrais-tu pas, de temps en temps, mettre une sourdine à tes cymbales et à tes arpèges, par respect pour ton historien? Que les relations entre la cigale et la fourmi soient parfois compliquées, rien de plus certain. Seulement, celles-ci sont à l'inverse de ce que dit la fable. La cigale n'a jamais besoin du secours d'autrui pour vivre. La fourmi, elle, est une rapace exploiteuse, accaparant dans ses greniers tout ce qui est comestible. En aucun temps la cigale n'ira crier famine aux portes des fourmilières. C'est la fourmi qui, pressée par la disette, implorera, exploitera et dévalisera effrontément la cigale. En juillet, aux heures étouffantes de l'après-midi, alors que la gente insecte, exténuée de soif, erre, cherchant en vain à se désaltérer sur les fleurs fanées et taries, la cigale se rit de la disette générale. De son rostre, fine vrille, elle met en perce une pièce de sa cave inépuisable. Établie, toujours chantant sur un rameau d'arbuste, elle fore l'écorce ferme et lisse que gonfle une sève mûrie par le soleil. Le sussoir avant, plongé dans le trou de la bonde, délicieux
minutieusement elle s'abreuve, immobile, recueillie tout entière au charme du sirop et de sa chanson. Observons-la quelque temps. De nombreux assoiffés rôdent autour d'elle. Ils aperçoivent le puits, ouvrage du sussoir de la cigale. Puis que trahit un sointement sur la margelle. Ils accourent. Je vois s'empresser autour de la piqûre méliflue des mouches, des guêpes, des pompiles, des sphex, des forficules, des cétoines, mais surtout, eh bien des fourmis. Les plus petits insectes, pour se rapprocher de la source, se glissent sous le ventre de la cigale. Elle, débonnaire, se hausse sur ses pattes pour laisser passage libre aux importuns. Les plus grands, trépignant d'impatience, volent vite une lippée, s'en vont faire un tour sur les rameaux voisins, puis reviennent encore plus effrontément. Les plus opiniâtres, eh bien ce sont les fourmis. J'en ai vu mordiller la cigale aux pattes. J'en ai surpris, lui tiraillant le bout de l'aile, lui grimpant sur le dos, lui chatouillant l'antenne. Une audacieuse s'est permise, sous mes yeux, de lui saisir le suçoir, essayant d'en extraire la liqueur. On le voit, la réalité intervertit à fond tout ce que dit la fable. Le quémandeur sans scrupule, n'hésitant pas devant le rapt, eh bien c'est la fourmi, l'artisan industrieux, partageant volontiers avec celui qui souffre. C'est la cigale. Encore un détail, où l'on verra que l'inversion des rôles est encore plus frappante. À la fin de l'été, après 5 ou 6 semaines de liesse, la cigale tombe de l'arbre, épuisée par la vie. Le soleil la dessèche, les pieds des passants dispersent son cadavre. La fourmi l'aperçoit. Elle dépaisse la riche dépouille, elle la dissèque, la cisaille, la réduit en miettes qui vont rejoindre son amas de provisions. Il n'est pas rare de voir une cigale agonisante, dont l'aile frémit encore dans la poussière, tiraillée, écartelée par une armée d'éclairisseurs. Après ce dernier trait de cannibalisme, la preuve est faite des réelles relations entre les deux insectes. Oh, cigale, il m'importune ce Jean de La Fontaine, quand il dit que l'hiver tu pars en quête de mouches, de vermisseaux, de blé, toi qui ne manges jamais et qui durant toute ta vie te contentes de boire. Mais du blé qu'en ferais-tu, ma foi? Tu as ta fontaine mielleuse et tu ne demandes rien de plus. Et puis que t'importe l'hiver, quand ta famille, bien à l'abri sous terre, sommeille, et que toi, tu dors le somme qui n'a pas de réveil. Qu'en pensez-vous, sacrebleu, vous, les ramasseurs de liards, aux doigts crochus et aux bombés bedaines, qui dirigez le monde avec le coffre-fort? Cessez de faire croire, canaille, que l'artiste jamais ne travaille et qu'il doit en subir les conséquences. Quand dans l'arbre, la cigale a fourré l'écorce, vous lui dérobez son bois, et morte, vous la mangez. Maintenant, je vais chanter. Je vais faire la cigale. C'est un exemple à suivre. Ah oui, à la guitare. Des changements de dernière minute. Je connais des tas de gens qui dans la vie voient grand,
cela et c'est tout. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches. Pour qu'il fera bon si la plaque à son toit accroche. Son pavillon joyeux qui flotte dans notre ciel bleu. À l'intérieur une table c'est tout, et sur cette table il faudra surtout un aïoli odorant et cordial dans ce verre à le gourmand provençal. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche, le bonheur des bonbons c'est un tout petit cabanon. C'est un beau cabanon m'a soufflé Cupidon, mais il sera plus joyeux lorsque vous serez deux. Cela est mon vif désir si vous vouliez venir. Il deviendra un château si nous y chantons en duo. Un petit cabanon pas plus grand qu'un champ de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches. Pour vivre il fera bon si l'amour sur le toit accroche. Son pavillon léger où l'on voit les vers enlacés. À l'intérieur une chambre c'est tout, mais dans cette chambre il faut un lit surtout. Et dans ce lit un oreiller moelleux, et sur cet oreiller il faut deux amoureux. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche, le bonheur des bonbons c'est un tout petit cabanon. À l'intérieur une chambre c'est tout, mais dans cette chambre il faut un lit surtout. Et dans ce lit un oreiller moelleux, et sur cet oreiller il faut deux amoureux. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche, le bonheur des bonbons c'est un tout petit cabanon. Oh l'imbécile là. Ah mais c'est pas pensable ça. Je te l'ai dit 50 fois. La taupe, tu la chasses pas avec la carabine de papier. La taupe, tu la fracasses avec le piège. Il est couillon ce petit, c'est pas pensable. Lui, dès qu'il aperçoit une taupe dans le jardin, il prend le fusil et il l'enfonce dans la botte de terre. Et il tire. Résultat des courses, le canon de la carabine est complètement vrillé. Maintenant, quand je chasse, j'ai l'impression de chasser avec une moulinette. Imbécile, là. C'est pas passable. Ce petit, je sais pas ce qu'il a, il ne comprend rien de rien. Ma parole, il me fait penser à son imbécile de père. C'est-à-dire à mon fils. Mais parce que moi, je suis le grand-père du petit. Que voulez-vous, chez nous, la connerie, elle est héréditaire. Sans payer les droits de succession. Mais déjà, son père, à l'école, c'était pas une lumière. Ouh, c'était pas une lumière. C'est un petit, il avait eu beaucoup de mal. Oui, d'abord, à l'école primaire, il n'arrivait pas à apprendre à lire. Il n'arrivait pas à apprendre à compter. Il comptait tout sur ses doigts, cet imbécile. Et quand il n'avait pas assez de ses 10 doigts, il s'embêtait pas, hein. Il comptait sur les doigts du voisin. Et le problème, c'est que le petit voisin, il avait amputé de l'index. Résultat des courses, mon petit, il n'a jamais été capable de compter plus loin que 19. Alors, comme il me disait, le maître d'école, il me disait, vous comprenez, votre petit, quand même, il pose des problèmes, hein. Ça limite considérablement son champ mathématique. Il parlait comme ça, le mec, hein, le champ mathématique. Il s'était fait mettre plusieurs années à l'école normale, c'est pour ça. Donc, alors, et non seulement donc, le calcul, mais la lecture, ça a été la croix dans la barrière. Non, la croix et la manière. Mais c'était terrible. Et ça, c'était pas dans la faute du petit. C'était dans la faute de ma femme, parce que depuis qu'il était né, le petit, au lieu de lui donner le lait ou les petits pots, elle s'était obstinée à lui faire bouffer des pâtes. Vous avez des pâtes molles, là, en forme de lettres. Elle était persuadée comme ça, que plus il mangerait des lettres, et plus vite il apprendra à lire. Bon, il est arrivé à l'école primaire, le petit. Dès qu'il voyait un bouquin, il le mangeait. Ah, il le bouffait, ben oui. Alors, le maître d'école, il m'a convoqué, hein. Il m'a dit quand même, votre fils, il pose vraiment des problèmes, hein. Ah oui, vous vous rendez compte un peu. Il a déjà bouffé le Rémi et Colette en à peine un mois.
Si ça continue, bientôt, il faudra payer une nouvelle bibliothèque. Hein. Et croyez-moi, ce n'est pas l'éducation nationale qui pourra payer. Hein. Parce que l'éducation nationale, elle paye, d'accord, elle paye le ministre, mais les bouquins, elle ne paye pas. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, je l'ai laissé encore quelques temps à l'école, et puis quand il a eu atteint l'âge de 14 ans, ben, je suis retourné voir l'instituteur, je lui ai dit, écoutez, monsieur le magistrat, on arrête tout là, on arrête le carnage, le petit, je le retire de l'école. Il me regarde comme ça, le mec, il me toise, il me dit, ah bon, vous voulez le retirer de l'école, votre petit? Où c'est que vous voulez l'emmener, le conduire? À Oxford, peut-être? Bon, je sentais qu'il se foutait de ma gueule, mais je ne pouvais pas la feindre. Alors je lui dis, non monsieur le maître d'école, je ne l'envoie pas à Oxford. Je l'envoie là où que je travaille, à Marseille, à Mikassar. Il y a des gens qui connaissent Mikassar? Ça c'est une honte, hein, parce que... Or, Mikassar à Marseille, c'était la plus grande entreprise d'exportation de dattes de toute la région, de tout le monde. Voilà. T'avais des dates qui arrivaient des quatre coins du monde. Je regarde pas de blague, des quatre coins du monde. Alors, un jour, je me rappelle, on était le fils, j'avais entré à Mikassar avec moi. Alors, on était en train de trier les dates, qui venaient des quatre coins du monde. Et puis, alors, on triait les dates, et puis après ça, un peu plus loin, il y avait des cagoles qui les ramassaient, les cagoles. Les cagoles, vous connaissez quand même, les cagoles, quand même. C'est quoi les cagoles? Ben ouais, à Mikassar, les cagoles, ben c'était les pauvres filles. À chaque fois qu'une petite, elle travaillait mal à l'école, à Marseille, on lui disait, si tu travailles mal à l'école, tu finiras cagole. Ben voilà. Et elle continuait comme ça, et puis elle triait les dates aussi. Alors mon fils, un jour comme ça, il triait, souvent il s'arrête. Ah ben je le revois comme si c'était demain. Ah, c'est là, à la bille Sommenie, là. Il me dit, papa, arrête, allez, vas-y, boulingue. Papa, pourquoi tu dis que les filles et les dates, elles viennent des quatre coins du monde? La Terre, c'est une sphère. Elle ne peut pas avoir deux coins, quoi. Voilà, je me dis, ça y est, le petit là, il fait la crise d'adolescence. Ah, mais vous savez, comme il me disait mon pauvre père, les minots, il ne faudrait pas en faire, ça nous éviterait d'en avoir. Alors donc, mais finalement, et ben voilà, donc le fils, il était déjà pas malin, mais alors le petit, il me fracasse le fusil, parce que moi je me la chasse. La chasse. Ah ouais, la chasse. Depuis que je suis venu m'installer dans ce petit village de Provence, là, je chasse. Ça m'est venu un jour, comme ça, une sorte d'inspiration. Je me promenais comme ça dans le village, et je rencontre un collègue, il me dit, et pourquoi tu ne t'inscrirais pas dans une société de chasse? Là, tu trouverais là un esprit de franche camaraderie et de respect de la nature. Surtout quand la nature respecte nos fusils. Ah, chez vous réfléchissez chez vous. Voilà. Et il me dit, oui, c'est facile à comprendre. Regarde, celui qui aime les boules s'inscrit dans une société de boules. On ne souffle pas. Celui qui aime la pêche s'inscrit dans une société de pêche. On va y arriver. Il y en a deux qui suivent. Celui qui aime perdre son pognon s'inscrit à la banque, à la Société Générale. Panama Papers, le mec, il est sûr de perdre son pognon. Et celui qui aime la chasse, il s'inscrit dans une société de chasse. Nous, les chasseurs, nous avons un grand principe. Nous avons donc, premièrement, la défense inconditionnelle des intérêts du chasseur. Secondement, lutte acharnée contre les écologistes. J'espère qu'il n'y a pas d'écolo parmi vous. Hein. Parce que moi, je le plombe à la sortie, le mec. Je ne peux pas les voir en peinture, ces putains d'écologistes. Ah, mais ils ont tous les défauts de la Terre. Non, mais c'est vrai, quoi. Et d'ailleurs, vous savez, les écolos, hein, les écolos et les chasseurs, ils ont un point commun, c'est au moment des élections municipales. On en dit le mot parce que bientôt on n'aura pas le droit d'en parler. Les candidats, qui soient de gauche ou de droite, ils se calent tous dessus quand ils rencontrent les chasseurs et les écologistes. Parce qu'ils ne savent jamais pour qui on va voter. Nous les chasseurs, c'est bien simple, jusqu'au moment où nous entrons dans l'isoloir,
nous ne savons pas pour qui nous allons voter. Alors, généralement, on met dans le bulletin un abonnement aux chasseurs français, comme ça, c'est pas perdu pour rien. Alors, donc, voilà. Et bien ça, les écologistes, nous ne pouvons pas les voir en peinture. Je vous donne un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Nous sommes au petit matin, dans la campagne, disons pas loin, voilà, ici, de Lancel, par exemple, un exemple, Lancel, quoi. Lancel, là, on se promène à Lancel, comme ça. Et là, il y a deux genres d'oiseaux. Il y a deux genres d'oiseaux. Et je vais vous demander, mesdames et messieurs, votre aimable participation. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, il y a deux sortes d'oiseaux. Les alouettes. Les alouettes, alors, c'est l'alouette des champs, elle s'occupe des petits le matin, les emmène à l'école, et puis après ça, elle rentre à la maison pour faire le ménage, et pour faire ensuite le repas, enfin, toutes ces belles charmes, toutes ces belles affaires qui font le charme féminin, tout ça. Donc, alors, nous faisons demander à vous, mesdames, d'imiter le cri de l'alouette. C'est facile, ça fait comme ça. C'est un peu, c'est approximatif. Hein. C'est comme ça. Allez vite, madame. Ouais. Et l'alouette, parfois, elle en a un peu marre de son mari, parce que son mari, pendant qu'elle bosse, son mari est tranquillement calé dans le canapé avec l'équipe d'une main, la plus forte de l'autre. Donc, et parfois, elle est en colère. Et quand elle est en colère, elle se met aussi comme ça. Donc, vous pouvez alterner entre on est en essai. Il va y avoir une ambiance ce soir. Donc ça c'est pour les alouettes. Mais bien sûr il y a les perdreaux. Ah les perdreaux, vous avez compris, ce sont les messieurs qui vont faire le cri du perdreau. Le perdreau c'est facile. Le perdreau il fait comme ça. C'est aussi approximatif. Disons que le perdreau, lui, il serait sorti, il aurait raconté à sa femme qu'il partait aider un copain, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a repéré une Bartavelle au lac des Ranades. Il n'a qu'une envie, hein, c'est de se la coincer. Oh, non, pas prise. Donc, et bien sûr, et tant qu'il n'a pas fait il n'y a que ça dans la tête. Allez-y, messieurs. Il y a un rut ce soir dans une église quand même, vous pourriez vous retenir quand même. De respect quand même. Les alouettes. Les perdreaux. Donc il y a des alouettes et des perdreaux. Bon, dans la campagne, vous vous souvenez, un putain de lièvre déboule d'un fossé et court se carapater dans un champ de maïs. Transgénique. Donc moi personnellement, si j'étais le lièvre, j'irais pas dans les OGM. Hein. Enfin, un lièvre c'est un lièvre, ça n'a pas lu les œuvres complètes de M. Monsanto. Ah, que fait l'écologiste? L'écologiste, parce qu'il y a l'écologiste et le chasseur. Ils étaient tous les deux en campagne de... Ils se parlaient pas, les mecs, ils se calculaient pas. Comme on dit en Russie, on mélange pas les torchons et les soviets. Donc, le mec, l'écolo, il avance doucement, comme ça, sur la pointe des pieds. Et là, dès qu'il voit le petit lièvre, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il s'extasie. Oh, qu'il est mignon, le petit lièvre. Oh, qu'il est beau avec ses grandes oreilles là, et son petit derrière en trompette. Elle va te faire. Que fait le chasseur, lui, quand il voit le lièvre? Le chasseur, quand il voit le lièvre, il prend vite la carabine, les cartouches, vite, le talkie-walkie, le 4x4, la grenade offensive, le drone de surveillance, il tire. Dans le champ de maïs. Que ça te fait une gerbe de popcorn. Et il jouit. On n'en dit pas plus, mais disons que voilà, vous avez compris. Et voilà, et bien voilà la différence entre un écolo impuissant et un chasseur spermatique. Voilà. Les écolos, ils nous traitent de viandards. Et bien c'est pas vrai, parce que vous, messieurs les écologistes, si nous sommes des viandards, vous êtes des légumards. Parfaitement, des légumards.
Vous l'avez jamais vu, vous, l'angoisse du poireau au petit matin, dans le jardin potager, quand l'aurore aux doigts de rose éclaire les pieds sales du jardinier écolo, que le jardinier écolo, il s'avance avec ses bottes de 7 lieues là, écolo, et son cruel piochon écolo, il s'avance comme ça, le petit poireau, il a pitié, je vous ai jamais fait de mal, pitié, il était là, le petit poireau, il enfonçait ses fines ravicelles dans la terre à la recherche d'une maigre pitance, il avait fait personne, le petit poireau, le jardinier écolo, il arrive. Il racle, il commence à racler le poireau. Et soudain, il l'arrache de terre. Ça y est, il est arraché. Ça vous ferait plaisir à vous, les écolos, en même temps qu'on vous arrache, qu'on vous tire, qu'on vous séquille par les pieds, qu'on vous arrache les poils des burnes. Je ne peux pas les supporter, moi, les écolos. D'ailleurs, il est temps que je retourne à mon parti, je ne vous en ai pas parlé, parce que c'est bientôt les élections. J'espère qu'il n'y en a pas d'ailleurs, il y a peut-être des élus, des futurs élus dans la salle. Moi, mon parti, c'est le CBBP. Chasse, boule, bière, pastis. Chasse, boule, bière, pastis. Une petite chanson en hommage à Marseille. À Marseille, des merveilles, il y a des coins charmants. La Joliette, la Tourette, les Stacks et Saint-Jean. Canebière, bonne mère, tout ça c'est très beau. Mais peu cher pour me plaire, non rien ne vaut. Le petit bal de la belle de mai, où nous dansons sous les branches, les beaux dimanches. L'accordéon ne s'arrêtait jamais. Et nous tournions en musique, zig, 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 comme un tourniquet. Vous dansiez dans les bras une de trois os. La valse un petit pas, une de trois os. En ce temps-là, déjà je vous aimais. Et mon cœur battait plus vite, 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 vite à la belle de mai. Ah madame, oui madame, il y a des dansées où s'esquichent tous les riches pour faire le swing. Il faut faire des manières dans ces boîtes-là. Donne cher pour me plaire, ça ne vaut pas. Le petit bar de la belle de mai, où nous dansons sur les branches, les beaux dimanches. L'accordéon ne s'arrêtait jamais. Et nous tournions en musique, zig, 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 comme un tourniquet. Vous dansiez dans mes bras une de trois os. La valse à petit pas, une de trois os. En ce temps-là, déjà je vous aimais. Et mon cœur battait plus vite, 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 vite à la belle de mai. Et mon cœur battait plus vite, 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 vite à la belle de mai. Les amis qui nous ont fait venir ici dans ce très beau lieu, même si de temps en temps j'ai été personnellement, je l'avoue, un peu
sacrilège, mais ça va de nos jours, on en a entendu d'autres dans les églises. Je tenais bien sûr à remercier aussi l'association Sainte Madeleine, voilà, c'est ça. Je sais Comme pas. l'église, Voilà. C'est très Mais la belle patronne de église. l'église en plus. Et puis aussi donc Véronique qui nous a donc proposé cette petite intervention. On va finir donc. Ce qui est très bien, c'est qu'on n'a même pas besoin de vous dire de couper les portables. Vous l'aviez fait. Ou personne ne vous a appelé. Vous l'avez fait.